Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous du 7info, l'essentiel de l'actualité de la semaine, les analyses en plus avec nos invités. On parlera du 14e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce dimanche. On parlera également de décoration. On parlera aussi de cette statue du professeur Joseph Kizerbo. On parlera de la nouvelle configuration de la scène politique nationale, de vivre ensemble, mais également de santé, avec la question de l'équipement de nos hôpitaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le journal du dimanche. Le 14e sommet de l'Union africaine tenu ce dimanche, il a porté sur l'initiative Faire taire les armes en Afrique. Les travaux viennent de s'achever. Les conclusions avec le ministre de la Défense, Chérif Sy. Nous venons de terminer la 14e session extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. J'ai représenté avec mon collègue Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Monsieur le Président du Faso, à cette conférence-là. On peut retenir que cette conférence était fort utile parce que, comme vous le savez certainement, lors du 50e anniversaire de l'OUA Union africaine, et la décision avait été prise par les chefs d'État de tout faire pour ne pas laisser en héritage comme fardeau aux générations futures le fardeau de la guerre, ce qui a été traduit en 2017 par une feuille de route adoptée lors de la 28e session de la conférence de l'Union africaine. Et cette feuille de route avait pris la décision de faire taire les armes au plus tard, de faire taire les armes en Afrique au plus tard en 2020. Donc, c'est pourquoi cette session extraordinaire a été convoquée, pour faire le point depuis que cette décision a été prise. On a fait l'état des lieux, on a eu un échange très productif et parfois passionné pendant 7 heures de temps. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été convenu de poursuivre cette feuille de route encore pendant 10 ans, c'est-à-dire de 2021 jusqu'à 2030, et avec tous les 2 ans une revue pour savoir jusqu'où on a pu être, quels sont les efforts qui ont été déployés, parce que vous savez que les crises que nous connaissons à travers l'Afrique, que ce soit les guerres, que ce soit le terrorisme, que ce soit certaines pandémies, impactent sur les questions de développement. Donc c'est cette décision qui a été prise de poursuivre encore cette thématique-là, cette initiative-là de faire taire les armes et de mettre vraiment en synergie tous les moyens possibles pour atteindre cet objectif. À côté de cela, il a été aussi retenu qu'il fallait poursuivre aussi pendant 10 ans la question de l'amnistie. Et comme vous le savez, au Burkina Faso ici, en septembre dernier, nous avons eu cette cérémonie d'amnistie où des acteurs non étatiques ont remis leurs armes à l'État. Bien entendu, cela a été encadré. Il a été demandé que cela continue à se faire aussi pendant 10 ans dans tous les pays, qu'il y ait des efforts aussi qui soient mis sur cet aspect-là. Et dans 2 ans, donc, cela a été adopté par les chefs d'État. Donc, dans 2 ans, nous allons faire, l'Union africaine fera
encore l'état des lieux pour savoir quelle est l'avancée qui a été notée sur cette question. Constat d'échec donc sur cette initiative, faire taire les armes en Afrique. Il est question donc de la poursuivre. Tout à présent, retour sur Actu. Et on retourne au palais présidentiel où plus de 1000 personnes ont été distinguées hier pour service rendu à la nation. Cette année, ils sont au nombre de 1192 à voir leur mérite reconnu par les plus hautes autorités du pays. Ici, sur la plateforme du palais de Kosiam, ils sont faits grands officiers, commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre des étalons et dans l'ordre du mérite burkinabé. Dans le dernier ordre, l'Association pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, agriculture et artisanat reçoit le grade de chevalier. Une satisfaction pour cette structure qui couvre 12 filières agricoles et génère plus de 5 milliards de francs CFA de revenus. Vraiment, je pense que c'est un sentiment de grande joie qui nous anime parce que nous avons été élevés au rang de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Donc nous accueillons cela avec beaucoup de fierté parce que c'est une reconnaissance de ce que nous avons fait depuis plus de 15 ans. Au nombre des heureux récipiendaires figurent également Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse, Mariam Ouedraogo, fonctionnaire au ministère en charge de la culture, et Salamata Kaboré, représentante des femmes de l'arrondissement numéro 10 de Ouagadougou. Je reçois cette distinction donc à ma qualité de président national de la jeunesse. C'est une fierté pour moi et c'est un appel aussi à redoubler d'efforts, à plus d'abnégation et d'endurance dans le travail au service donc de la nation. Lorsque vous menez une action et que c'est reconnu par la nation, ça vous donne encore plus d'énergie et d'encouragement. C'est une distinction qui vient à point nommé. Tout être humain, dès qu'on valorise ses talents, dès qu'on reconnaît ses mérites, il n'y a rien de tel. Je viens de recevoir une distinction, je suis très heureuse. Et je dédie cette distinction à toutes les femmes de l'arrondissement 10. Et je pense que cette distinction, c'est un appel à plus d'assiduité dans mon travail. Cette année, au total, 589 personnes sont distinguées dans l'ordre de l'étalon et 603 dans l'ordre du mérite burkinabé. Chaka Koulibaly, bonsoir encore une fois. Bonsoir. Et donc, décoration comme chaque année, là, on a vu que derrière, il y a eu quand même quelques polémiques sur véritablement ce qu'on fait de ces médailles, des mérites véritablement reconnus ou à la tête du client en fonction du manteau politique. Oui, il faut dire que depuis déjà quelques années, les décorations au mérite dans notre pays font grincer un peu des dents au regard donc des profils qui sont distingués et qui prêtent à caution pour certains, si bien que dans le mental commun, on a un peu une suspicion vis-à-vis de ces décorations qui gagneraient à être revues avec les critères donc, qui permettent donc d'accéder aux décorations. La hiérarchie qui propose, par exemple. Voilà, la hiérarchie qui propose. Après, on pourra se demander si la hiérarchie propose quelle rigueur. N'est pas forcément un problème, à mon avis, mais c'est plutôt les critères utilisés qui devraient être revus et connus de tous. Si bien que lorsque quelqu'un est décoré, que ce soit reconnu de tous, surtout parmi ses collègues, par exemple. Mais si il s'agit seul de l'appréciation du supérieur hiérarchique ou de l'autorité politique qui doit désigner, là, ça reste un problème parce que ça peut être beaucoup subjectif. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent des cas où même l'entourage professionnel de celui qui est distingué pose des problèmes quant au choix de la personnalité. Finalement, est-ce que cette médaille attire encore véritablement? Parce que finalement, il y en a qui se disent si n'importe qui peut être décoré, finalement, à quoi ça sert? Elle attire un public. Puisqu'on le voit, le nombre augmente d'année en année.
Mais c'est peut-être dans l'opinion générale que le problème peut se poser quant à la crédibilité et la représentativité de ces distinctions-là. Autrement dit, il y aura toujours des gens qui sont intéressés, étant donné les avantages que ça procure d'être distingué comme ça, non seulement professionnellement, mais au moins au plan aussi social, ça procure beaucoup d'avantages aux individus qui sont décorés. Moi, je crois qu'il faut peut-être révisiter le critérium qui permet d'accéder aux distinctions et surtout de les appliquer avec rigueur, de sorte qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs qui viennent remettre en cause le principe même de ce qu'on appelle distinction, puisque la distinction, c'est au bout d'un effort, c'est au bout donc d'une réalisation que ça doit arriver et non pas seulement par son positionnement politique ou ses relations avec des autorités. Idriss Traoré, bonsoir. Vous êtes médecin, vous êtes du syndicat des médecins du Burkina. Vous avez été déjà décoré? Non, pas encore. Pas encore? Je pense que je suis assez jeune si je regarde les critères qui sont utilisés. Ouais. D'accord. Mais on imagine que dans le secteur de la santé, normalement, cette année, il devrait en avoir assez de médailles pour les acteurs de la santé. On devrait s'y attendre au vu du grand travail que les agents de santé ont fait pour essayer en tout cas de sortir le pays de la situation vécue par rapport à la Covid-19. Faisal Nanima, bonsoir. Vous êtes le président du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. Vous avez été déjà décoré, c'est bien ça? Pour service rendu à la nation. Exactement. En 2012. En 2012. D'accord, merci. Avec nous également, Dobi Parfait-Maré, vous êtes écrivain, président de la génération, Joseph Kizerbo. C'est quand même un homme, normalement. Si véritablement on s'en tient justement aux critères, Joseph Kizerbo, normalement, durant toute sa vie, devra en recevoir chaque année les médailles. Malheureusement, c'est à titre posthume qu'il a été décoré. À titre posthume, malheureusement. Voilà. C'est aussi cela, la réalité, chaque année. Exactement. Pour le professeur, on pense quand même que ça a été une situation pas très agréable. Il avait plusieurs titres auxquels il aurait dû accéder à la distinction, que ce soit au plan académique, ou au plan aussi au plan politique, avec le rôle qu'il a joué dans l'Afrique, je veux dire l'Afrique tout entière, post-indépendance, la création de nos États et leur définition, il a joué un rôle important, sans compter l'action politique concrète et un grand acteur de 3 janvier 1966 aussi. Donc tout cela aurait dû permettre quand même qu'il bénéficie de la distinction. C'est là où on s'interroge sur le caractère objectif et des critères donc, qui permettent d'accéder aux distinctions. Jusque-là, on a vu beaucoup de situations où des gens qui ont beaucoup œuvré, je pense au professeur Badou Laurent et bien d'autres, n'ont pas été reconnus à cette juste valeur-là. Tandis que d'autres accèdent et on se demande bien qu'est-ce qui peut bien motiver leur distinction. En tout cas, Joseph Kizerbo, décoré à titre posthume, vous l'avez dit, mais également... à qui on rend hommage. Cette année aussi, il y a d'abord l'université Joseph Kizerbo, mais cette semaine, il y a eu cette statue dévoilée du professeur Joseph Kizerbo à l'université qui porte son nom. Depuis 2015, son nom renvoie à la doyenne des universités du Burkina. Et à partir de ce 4 décembre 2020, date de commémoration de la 14e année de son décès, sa statue trône désormais au beau milieu de l'université qui porte son nom. Professeur Joseph Kizerbo, un nom qui s'identifie à presque toutes les disciplines, politique, culture, histoire, littérature, bref, la dimension intellectuelle de l'homme est souvent qualifiée d'indéfinissable et l'un de ses plus nobles combats a été de restaurer la dignité de l'homme noir. C'est l'un des plus grands panafricanistes. Et c'est l'immensité de cette œuvre qui est célébrée par l'érection de cette œuvre architecturale voulue par la communauté scientifique. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui pour montrer que le Burkina, la Haute-Volta avant le Burkina a eu un digne fils qui a montré que l'Africain n'avait pas de complexe à se faire, mais qu'on pouvait être heureux dans notre modèle de développement. Qui a créé le complexe? C'est ceux qui sont venus nous montrer que le développement, c'est la modernité. Éclaireur d'une Afrique à la croisée des chemins face aux défis du développement, il a montré la voie à suivre à tout un continent qui peine toujours à trouver ses repères.
Mais pour les premiers responsables de l'université, Joseph Kizerbo, à travers sa statue, doit continuer à guider la jeune génération. Il nous a rappelé que l'Africain doit penser qu'il peut se développer. Et il a même dit, on ne développe pas, on se développe. On ne peut pas avoir un développement clé en main, mais il faut avoir un développement clé en tête. Cela veut tout dire et nous le respectons et nous pensons que cette statue va amener cette jeunesse qui n'a pas de repère aujourd'hui de pouvoir avoir un repère, une source d'inspiration. Sur 2,70 m, la statue met en exergue dans ce temple du savoir l'une des célèbres œuvres du professeur Joseph Kizerbo, Éduquer ou périr, écrit en 1990. Et pour sa famille, il n'y a pas plus bel hommage que de mettre en lumière son militantisme au profit de l'éducation. Il écrit dans l'introduction de ce livre, après la mise au monde, il reste l'éducation. Il attire notre attention sur le fait qu'éduquer, c'est apprendre à devenir. Éduquer ou périr. Pour ne pas périr, il faut se développer. Toute une génération d'intellectuels africains s'identifie à lui et elle souhaite voir sa pensée consacrée en savoir. La dernière étape de ce processus de réhabilitation sera d'enseigner sa pensée dans nos amphithéâtres et d'encourager les recherches et académiques sur sa pensée au sein des facultés. Sinon, comme ça, dire l'université Joseph Kizerbo, on vient, on passe, on voit la statue, ça ne dit pas grand-chose encore. Il faut qu'il y ait des étudiants qui sortent de là avec un diplôme qui porte donc la spécialité de la pensée de Joseph Kizerbo. Et ça, je pense que je vais demander au professeur Cissé de voir avec ses enseignants comment ça peut être opérationnalisé en travaillant avec la famille, en travaillant donc avec le centre de recherche qui a été celui du professeur Joseph Kizerbo. À l'occasion, la famille du professeur Joseph Kizerbo a mis à la disposition de la communauté scientifique un fonds documentaire de 4939 ouvrages et documents que détenait Joseph Kizerbo. Elle a décidé également de financer 2 thèses de doctorat sur le développement endogène avec l'espoir que la nouvelle génération sera la réponse plausible à l'une des grandes interrogations du professeur Joseph Kizerbo, à quand l'Afrique? Dobi Parfait Maré est le président de la génération Joseph Kizerbo. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Pas besoin de s'arrêter à 200 mètres pour s'assurer que c'est conforme. Hein? Oui, c'est conforme. Oui, c'est très impeccable et on doit féliciter l'artiste. Sirikiki, hein? Exactement. L'immense Sirikiki, sculpteur burkinabé, en tout cas qui a réalisé cette œuvre. Alors, sa valeur pour vous en tant que jeune? Bien, et avant de dire quelque chose, permettez-moi de remercier les autorités, et le ministère de l'Enseignement supérieur, la présidente de l'université Joseph Kizerbo, qui ont travaillé aussi, je dirais, avec beaucoup de dévouement pour que Joseph Kizerbo ait une statue dans une université qui porte son nom. Alors, cette statue est très expressive pour nous, membres de la génération Joseph Kizerbo, pour la jeunesse burkinabé et aussi pour la jeunesse africaine de façon générale. D'abord, c'est un repère qui a été visibilisé. Celui qui passe à l'université et qui voit cette statue, il voit un repère crédible, hein, un repère visible et crédible pour utiliser les expressions de Joseph Kizerbo lui-même. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'indiquer à la jeunesse, voici le modèle à suivre. Voici la lumière qui doit éclairer votre chemin, le chemin vers la connaissance, le chemin vers l'engagement, le chemin vers, de façon générale, le chemin vers la contribution, bien sûr, au salut du Burkina Faso, au salut de l'Afrique. Tout à fait. Parce que Joseph Kizerbo, c'est l'icône de l'engagement de l'homme militant, c'est l'icône de la connaissance. Et pour nous, c'est le plus grand historien d'Afrique, voilà, pour sa contribution énorme, bien sûr, à la reconnaissance de l'histoire africaine. Et derrière cette statue, c'est toute la portée de sa pensée, Joseph Kizerbo. Tout à fait, qui a été résumée justement et représentée par cette œuvre, éduquer ou périr. Si on n'éduque pas, ben, on est voué à la mort. Et c'est tout à fait logique. Et c'est pour cela aussi que nos pays aujourd'hui ont des soucis, ont beaucoup de difficultés parce que, comme lui-même il a dit, notre éducation
n'est pas encore, ne répond pas à nos réalités socioculturelles, nous n'avons pas notre éducation en main. C'est, je dirais, un modèle extérieur qui nous a été proposé et même imposé et qui continue toujours de survivre. Donc, ce qui fait qu'on a pas mal de problèmes. Et donc, cette statue, pour terminer à ce niveau, c'est vraiment une valeur, en tout cas un symbole très fort pour toute la jeunesse africaine. Et derrière cette statue, justement, et le nom de Joseph Kizerbo donné à cette université, c'est aussi comment on fait pour qu'il y ait cet ancrage de la pensée de l'homme au sein de la société burkinabé. C'est vrai qu'on a vu pendant cette campagne, on a vu les offres politiques. Certains ont tenté justement de valoriser cela en parlant de développement endogène, compter sur nos propres ressources, etc. Mais ça reste un gros défi. Il y a l'université, mais derrière cette université, c'est tout un contenu à donner, de l'ancrage à développer justement. Oui, tout à fait. Il faut se dire que... Quelle est la réalité aujourd'hui? Bon, je peux dire que ça vaut mieux qu'il y a peut-être 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Parce que Joseph Kizerbo, c'est maintenant que les gens ont commencé à lire la pensée de Joseph Kizerbo, précisément à partir de 2016, quand il y a eu justement la célébration de son 10e anniversaire posthume. Sinon, bien avant cela, c'est quelques-uns qui ont lu Joseph Kizerbo. Beaucoup de gens, surtout ses contemporains, parlent de lui, mais ne l'ont pas lu dans le livre. On connaît l'homme politique, mais sa production justement réflexive sur l'Afrique, sur les questions de développement, effectivement, beaucoup ne l'ont pas lu. Effectivement. Et donc, de plus en plus que les gens ont commencé à s'intéresser à sa pensée, on sent que c'est en train de réjaillir, voilà, au niveau politique, au niveau des discours politiques. Et vous avez mentionné le terme, le développement endogène. Effectivement, quand on a suivi les campagnes politiques tout récemment, on n'a pas été très étonnés de voir ces expressions, ce modèle même de socialisme, voilà, revenir dans certains programmes. Et cela montre que ce qu'il a eu à faire, à produire comme pensée, est très utile et très important. Et que si on se met justement au sérieux pour découvrir, pour valoriser cette pensée, on gagnerait à résoudre pas mal de problèmes dans nos sociétés parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est cela le travail de la génération Joseph Kizerbo. Tout à fait. Pour la génération Joseph Kizerbo, il faut vraiment lire les œuvres de Joseph Kizerbo. C'est la première étape. Et après la lecture, on essaie de discuter pour comprendre davantage et pour voir les enjeux de sa pensée, comment même appliquer aujourd'hui, parce que c'est un penseur, sa pensée commence aussi à prendre du temps et il faut aussi, je dirais, adapter les choses dans notre contexte. Et donc, à la génération, c'est très important de connaître la pensée, de travailler là-dessus, de mener de rédiger même des articles, en tout cas des exposés, et de présenter d'une manière ou d'une autre, par exemple à travers les recherches académiques. Voilà, parce que sans ça aussi, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait n'a pas un poids, en tout cas scientifique, important. Il faut des thèmes de recherche au niveau des étudiants, et cela, comme je l'ai dit dans mon discours, au niveau des départements qui, justement, peuvent s'intéresser à la pensée de Joseph Kizerbo. Et j'ai cité l'histoire, bien entendu, la philosophie, l'économie, la littérature, la sociologie. Voilà, tous ces départements-là devraient être aptes à accueillir des recherches sur la pensée de Joseph Kizerbo. Mais malheureusement, si les gens ne lisent pas, ils vont dire, mais Joseph Kizerbo est de formation historien, qu'est-ce que vous savez de lui en termes d'économie, en termes de médecine? Alors que Joseph Kizerbo, pendant toute sa vie, a organisé plein de colloques. Il avait une vision holistique, hein? Tout à fait. Il ne s'est pas arrêté à son domaine. Non, il a dépassé largement son domaine. Je dirais même après les années 80, Joseph Kizerbo ne pensait plus historien, mais il pensait beaucoup plus philosophe, il pensait beaucoup plus économiste, il pensait beaucoup plus éducateur. Et donc, quand on prend ces œuvres écrites à partir de cette date, des années 90 à nos jours, c'est toujours l'éducation, c'est le développement endogène, c'est la philosophie de l'être et de l'existence. On pourra en faire un programme présidentiel, sa pensée, justement. Mais dans tout cela, c'est aussi l'engagement de la jeunesse qu'il faut attendre à ce niveau. Tout à fait. Il faut dire que l'engagement de la jeunesse a permis au Burkina Faso de connaître Joseph Kizerbo. Nous, à la génération, nous avons mené beaucoup de débats et je remercie M. Siaka Koulibaly qui est là et qui a été une fois invité pour mener une conférence justement sur Joseph Kizerbo. Donc nous sommes même allés jusque dans les provinces pour mener des débats sur la pensée de Joseph Kizerbo, pour qu'on puisse connaître
Parce qu'on entend parler Joseph Kizerbo, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Et comme il n'est pas de notre génération, et aussi les œuvres ont été publiées il y a longtemps, ça fait qu'il y a des œuvres même qui manquent. Et nous travaillons aussi à ce qu'on puisse reproduire surtout les œuvres comme Éduquer ou périr, l'histoire de l'Afrique noire d'hier à demain, et sur la natte des autres. Voilà une œuvre qui est recherchée, mais qui n'est plus disponible, parce que ça a été produit il y a quand même maintenant presque 30 ans. Il faut les disponibiliser. Voilà, sinon même plus de 30 ans. Et donc, la jeunesse burkinabé, qui n'a pas accès à ces œuvres-là, tout à fait et naturellement, ne connaît pas la profondeur de sa pensée. Or, pour que Joseph Kizerbo soit vraiment réhabilité, il faut qu'on mise dans la jeunesse. Parce que ceux de sa génération, ou les autorités et les universitaires actuels, bon, ils sont, je dirais, un peu vers la porte. Donc, si on veut que la pensée de Joseph Kizerbo grandisse, en tout cas, et puisse porter des fruits, il faut qu'on mise dans la jeunesse. Et il faut du contenu à l'université Joseph Kizerbo qui va dans ce sens, justement. Effectivement. Et d'ailleurs, au baptême de l'université, j'ai dit tout de suite que si c'est juste pour plaquer un nom et puis partir, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on arrive à enseigner Joseph Kizerbo. Il faut qu'on arrive à montrer des concepts précis et typiques, je dirais propres à Joseph Kizerbo. Un exemple, le kizerboïsme, bon, qu'on pourrait définir si le temps nous le permet. D'accord. Allons-y en même temps. Oui. Alors, le kizerboïsme, c'est une attitude, c'est une philosophie qui indique c'est un effort personnel pour se réaliser soi-même en pensant à soi, mais tout en restant ouvert aux autres. Et c'est une posture adoptée par un homme qui se réfère tout le temps à son passé et qui se rend compte de ses difficultés actuelles et qui nourrit l'ambition, justement, de créer une condition meilleure pour l'avenir. Très important, et la jeunesse devrait justement s'inscrire dans cette dynamique. Merci. Dobi Parfait Maré, je rappelle que vous êtes écrivain et président de la génération Joseph Kizerbo. Merci encore. On aura d'autres occasions de parler de la pensée de Joseph Kizerbo. Merci beaucoup pour cette occasion. Merci. Siaka Koulibaly, Joseph Kizerbo, c'est aussi un homme politique qui a mené le combat, le bon combat sur cette scène politique, jusqu'à sa mort bien sûr, pendant longtemps député à l'Assemblée nationale. On parle de cette nouvelle configuration de la scène politique nationale après les élections du 22 novembre dernier. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, il y a des tractations un peu partout. Et on se demande quelle configuration justement après ces élections. Oui. Est-ce qu'on a vu cette semaine l'UPC qui était en réunion au niveau du CDC? On s'interroge si finalement Zéphirin Diabré va rejoindre la majorité présidentielle. Désormais, faut-il compter sur Edi pour conduire le CFOP? Va-t-il y rester ou va-t-il lui aussi rejoindre la majorité? C'est autant d'interrogations, on n'a pas encore les réponses. Oui. Toujours est-il que les tractations se mènent, même au niveau de la majorité présidentielle aussi. Qui portait à la tête de l'Assemblée nationale? Bala Sakandé va-t-il rester ou va-t-on changer de président à ce niveau? Qui pourrait être le Premier ministre du gouvernement? Ce sont autant d'interrogations, Siaka Koulibaly. Oui, ça fait beaucoup de questions et ça trotte effectivement dans la tête des Burkinabés. Mais il faut dire que tout ce qui est évoqué aujourd'hui comme possibilité d'évolution de la scène politique à partir des élections récentes reste des hypothèses. Pour la simple raison que tout dépend du chef de l'État, parce que dans notre système, le système est ancré autour du chef de l'État, et c'est celui qui a reçu le mandat du peuple et qui a la charge de conduire les destinées du pays pendant 5 ans. Donc tout dépendra de comment il aperçoit ces futurs nouveaux récents. On a eu quelques indications avec les sorties qu'il a pu faire, les déclarations qu'il a pu faire, qui tendent à montrer qu'il aurait peut-être quelques évolutions dans le sens du clivage qui existait dans le mandat précédent, entre notamment la majorité et l'opposition, avec autour de cette question de l'UPC qui possiblement pourrait rejoindre la majorité. Mais il faut dire que les choses ne sont pas encore faites, parce qu'au-delà du chef de l'État, il sait quand même qu'il est originaire d'une famille politique, et qu'il faut tenir compte de ce vivier. Quelle est la pensée dominante? Quelle est la pensée dominante à l'intérieur? Et en cela, Simon Compaoré sera déterminant. Voilà, exactement.
Non seulement Simon, mais aussi tous ceux qui sont derrière, parce que Simon aussi est la résultante d'un ensemble donc, de courants de pensée, d'opinion autour de ces questions politiques-là. Donc, on a des hypothèses comme ça, mais on n'a pas aujourd'hui d'indication ferme, parce qu'il faut encore attendre les formalités que le Conseil constitutionnel termine. Conseil constitutionnel, la prestation des serments du chef de l'État, la désignation d'un Premier ministre, etc., etc. Donc, il y a assez d'étapes qui restent encore à faire. Pour l'instant, on pense qu'il y aura, pour la première partie donc, du quinquennat, un statu quo. Parce que pour qu'il y ait une modification sensible du paysage politique, il faudrait qu'il y ait des actes, par exemple comme un dialogue national, qui pourrait prendre la décision de dire qu'on peut permettre au chef de l'État d'aller au-delà du clivage qui est issu des élections. Or, on n'a matériellement pas le temps de tenir ce dialogue national d'envergure dans le sens qu'on le conçoit aujourd'hui, avant de répondre aux exigences du calendrier politique, qui est la nomination d'un Premier ministre première semaine de janvier, un gouvernement deuxième semaine de janvier. Les choses vont aller très vite, voilà. Parce que le président avait promis dans le premier semestre de l'année, il devrait avoir ouvert la réconciliation. Dans ses propositions, ce qu'il a appelé la réconciliation nationale intervient dans le premier semestre. Donc ce n'est qu'après ça qu'on peut envisager une fusion des lignes politiques qui existent pour le moment. Mais je pense que dans un premier temps, on va avoir la reconduction du statu quo, c'est-à-dire que la majorité gouvernera, désignera son équipe gouvernementale et par la suite, on pourra voir comment on peut évoluer. En tout cas, on attendra de voir ce qui est sûr. Les tractations se mènent de façon souterraine, que ce soit pour la présidence de l'Assemblée, pour le Premier ministre, pour le gouvernement. Ça bouge, hein? Oui, ça bouge. Parce que la classe politique, elle est ainsi faite. Tout politicien et tout parti politique est créé pour conquérir le pouvoir d'État. Et le pouvoir d'État, il se conquiert de plusieurs manières. Ça peut être directement par les élections. On a vu donc des gagnants, on a vu d'autres qui n'ont pas gagné. Mais ça peut aussi se conduire par la politique, comme on dit tout simplement, à savoir des échanges entre acteurs qui permettent de déboucher sur un autre agenda. Parce qu'en filigrane aussi, il y a 2025 à préparer, notamment au niveau du parti au pouvoir. Il y a 2025 à préparer, et il y a surtout d'ici 2025, comment on relève les défis qui se présentent au pays, qui ont déjà été perceptibles dans le premier mandat et qui sont encore là et qu'il faut relever. C'est peut-être cet aspect des choses, l'intensité du besoin que le pays ressent, qui peut peut-être amener le chef de l'État à modifier un peu les habitudes politiques, à savoir constituer un gouvernement centré autour de la majorité et à faire une ouverture, par exemple vers l'UPC, pourquoi pas, en fonction donc de la disponibilité des cadres et d'hommes politiques qu'il y a à ce niveau-là. Donc ce sont les enjeux nationaux dont la perception par le premier responsable peut amener donc à faire cette évolution. La réconciliation nationale comme premier chantier justement pour le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, il faut effectivement aller très vite sur ce point. S'il y a un mot qui caractérise les scores de l'opposition au terme du double... Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE s'engage à militer pour la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Face aux médias ce 6 décembre à Ouagadougou, cette association officiellement reconnue en 2019 annonce le début officiel de ses activités prévu le mardi 22 décembre prochain. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble est une association de drogue burkinabé créée le 3 juin 2019. Il a pour objectif, entre autres, de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Cette première conférence de presse du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a pour but de saluer l'engagement du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui promet favoriser le retour de l'ancien président Blaise Compaoré et Yacouba Zida, tous deux exilés. Nous voulons traduire ici, à son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui avec joie et espoir que nous accueillons son engagement pour le retour au parquet des présidents Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida dans la dignité et le respect
je l'ai dit dans un chef d'État, nous aurons quoi et espérer que dans les jours à venir, voire les mois à venir, cette promesse de campagne sera une parole pour le bonheur de tous ceux qui ont cru au président Kabore. L'association compte à partir de cette année 2020 parcourir les 13 régions du Burkina Faso afin de toucher les acteurs pouvant favoriser la réconciliation, la paix et le vivre ensemble. Le MDVE planifie déjà au profit de la gente féminine politique burkinabé des prix d'encouragement. Nifaïs Nanima est avec nous. Encore une fois, bonsoir. Justement, on vous a vu engagé auprès du président Roch-Marc Christian Kabore pendant la campagne électorale avec un objectif. Pourquoi? Vous voyez que depuis l'insurrection populaire, je n'ai jamais caché mes ambitions de voir le président Blaise Compaoré est venu au Burkina Faso et après la transition, avec l'exil du président Zida et puis ancien premier ministre, je n'ai jamais aussi caché de voir ces gens qui sont dehors retrouver les partis nationaux. Le président Roch-Marc Christian Kabore a pris des engagements de favoriser les retours au pays dans la dignité et le respect de le statut d'ancien chef d'État dans le premier semestre du mois de l'année 2021. C'est ce qui motive mon engagement pendant la campagne à le soutenir ouvertement. J'ai acquis ça avec joie et plaisir. Et j'ai dit, voici l'engagement, voici les efforts qu'on menait le chef d'État, qui est le garant de l'unité nationale, et de vivre ensemble a fait une bonne part et a dit au peuple burkinabé, si vous voulez le retour des anciens chefs d'État, vous me reconduisez à la tête du Burkina Faso, je le ferai. Si vous ne voulez pas ça, vous changez de question. Ça fait partie de ces programmes, de ces engagements. Dieu merci, il a été élu avec espoir, non appel de plus de 57%. Donc, et je doute pas. Vous croyez que cet engagement sera tenu dans le premier semestre? C'est un homme d'État. C'est un homme de parole. C'est le premier responsable d'un pays. Je n'ai aucun truc à douter de sa parole donnée. Il a dit qu'il va convoquer des assises pour ça. Il va le faire. L'État déterminera ce qu'il a fait. Dans une scène étrangère, il a parlé ça aussi, qu'avant les assises, ils peuvent les faire entrer, mais ils seront en résidence surveillée. Ça aussi, c'est un bon engagement. S'ils voient que les assises, avec les tractations qu'ils vont voir, ça peut dépasser le premier semestre de l'année 2021, ils prennent l'engagement. S'ils sont d'accord, ils peuvent entrer et soyant en résidence surveillée en entendant les conclusions des questions pour qu'ils puissent tracer. Parce qu'il a bien dit à Gianré ou ailleurs que la question de retour du président Blaise Compaoré et du président Isaac Zida, ce n'est pas à lui seul d'en décider. Donc je crois à ces engagements jusqu'à qu'il montre le contraire. Il a dit aussi dans le respect de la vérité, justice et réconciliation. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on respecte ce principe. Vérité, justice, réconciliation. Ceux qui ont fait vont dire la vérité aux familles des victimes. Ces familles des victimes aussi vont pardonner. Dire qu'ils vont pardonner. La justice fera son travail et le président, avec les prérogatives que la Constitution lui donne, peut gracier. Mais si aujourd'hui on rend tout le monde, je ne parle pas des anciens chefs d'État, même ceux qui sont dehors, prennent les avions et descendent Ouagadougou librement
sans que les gens se parlent, sans qu'il y ait vérité. Demain, quelqu'un peut être au pouvoir et son enfant, son frère ou sa femme va encore commettre ses actes et dit, bon, le jour qu'on ne sera pas au pouvoir, on va aller au Mali faire 2 ans, 3 ans, et puis après, nous allons prendre notre avion, rentrer. Il faut que les gens puissent accepter ce chemin, vérité, justice, réconciliation, pour qu'on repart sur de nouvelles bases, pour que les gens sachent que si demain, mon papa et mon grand frère est au pouvoir, je fais des trucs. Le jour qu'il ne sera pas au pouvoir, je vais répondre à la justice, je serai en prison. Et ça, le Burkina va vivre, on ne va plus parler de réconciliation. Pour terminer, justement, dans le cadre de votre mouvement, quelles seront les actions immédiates? Les actions immédiates, le 22 décembre prochain, nous lançons nos activités au CBC sous le patronage du Premier ministre du gouvernement qui est le parrain national du mouvement, et sous la présidence du docteur Bachir Ismaël Ouedraogo, et ministre de l'énergie, et qui sera parrainé par la Coupe Salut-Kadé de CDC. Et ça va consister en quoi exactement? Nous allons lancer officiellement nos mouvements, mais nous allons tourner dans les 13 régions. Le 3 février prochain, nous allons distinguer des prix des hommes de la démocratie et du vivre ensemble qui ont travaillé dans le cadre en 2020. Le 3 octobre prochain, nous allons donner 3 prix à la gente féminine qui s'appelle Prix Minata Guelware, qui est cofondateur du mouvement et qui n'est plus là, où nous allons engager un prix à une jeune fille engagée dans la politique, un prix à une journaliste qui fait la promotion du vivre ensemble et de la démocratie, et un autre prix à un acteur politique ou de la société civile qui est engagé dans la démocratie et le vivre ensemble. Nous allons aller aussi nettoyer la maison du président Compaoré et à Yako Sédida en attendant que plus tard le 30 juin 2021, nous allons les accueillir à l'aéroport international. Vous pensez que le 30 juin, ils seront là, c'est bien ça? Plus tard le 30 juin, peut-être ils peuvent même fêter le 31 décembre avec nous. Tout dépend de leurs attendements avec le président Roch-Marc Christian. Merci Faisal Nandima, vous êtes le président du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. Merci encore. Merci beaucoup. D'accord. Avec nous également le docteur Idriss Traoré pour parler de santé. Mais avant, je voudrais qu'on aille à la découverte de ce jeune homme. Il s'appelle Dia, c'est un Burkinabé résident aux États-Unis et il travaille sur le vaccin de la COVID-19. Nous sommes ici en plein cœur du laboratoire d'analyse et de recherche scientifique de l'Institut Winster en Pennsylvanie aux États-Unis. C'est l'un des laboratoires engagés dans le développement du vaccin anti-Covid-19 et dont les premières doses sont attendues dans les prochaines semaines. Parmi les membres de l'équipe engagée dans cette mission, Yaya Mustafa Dia, un Américain d'origine burkinabé. Doctorant en biologie, il doit son entrée dans ce prestigieux laboratoire à la qualité de son travail. J'ai commencé dans l'université, j'ai fait mes études dans le commerce. Après une année et demie, j'apprends un cours de biologie. Après ça, je trouve un intérêt pour continuer par la biologie. Et pourtant, rien n'était gagné d'avance pour ce jeune Burkinabé passionné de biochimie. En 2001, il quitte le Burkina Faso pour les États-Unis pour y poursuivre ses études. Il avait alors 9 ans. Je suis grandi au Burkina Faso. Mes parents étaient émigrés par Mauritanie. On était au Burkina Faso jusqu'à 2001. Après ça, on arrive ici en Amérique. 21 ans plus tard, celui qui s'était orienté dans des études de commerce international se trouve au cœur de la recherche du remède pour sauver le monde entier contre le coronavirus. Une histoire extraordinaire
et une solide expérience que ce jeune Burkinabé compte bien mettre à la disposition du Burkina Faso et de l'Afrique. Moi, si je peux aider, vraiment, je dois aider. Burkina, c'est un pays où les gens sont très gentils et beaucoup de respect pour le Burkina Faso. Je vais aider comme je vais aider. Mais avant cet éventuel retour au bercail, Moustapha Dia continue ses recherches dans son laboratoire. Le vaccin contre la Covid-19 développé par le laboratoire Moderna est actuellement efficace à plus de 90%. Il devrait être disponible dans les prochaines semaines. Idriss Traoré, l'expertise burkinabé en matière de santé, elle est partout, hein? Elle est partout, elle se vend très bien et en plus, cela dénote en fait d'un engagement aussi aujourd'hui des Burkinabés à lutter pour pouvoir développer le Burkina Faso où qu'il soit. Et donc ce jeune homme est un très bel exemple effectivement d'engagement. Au vu de ce qu'il dit, il compte aider le Burkina du mieux qu'il peut. Et on sait que le vaccin Moderna est effectivement dans les starting blocks. On espère qu'en matière de vaccination, on pourra avoir un bon plan pour se préparer et pouvoir arriver à faire une vaccination qui permette de réduire en tout cas l'impact de la Covid-19 sur la société burkinabé quand on connaît tous les impacts que la Covid a eu. En tout cas, ailleurs, on a déjà tout planifié pour ce qui est de l'acquisition de ce vaccin. Chez nous, on attend toujours de voir. C'est vrai qu'au niveau de l'autorité, oui, on dit avoir déjà des approches à ce niveau, mais on attend de voir clairement dans qu'est-ce qui est prévu. Certainement qu'il y a un plan qui est en train d'être élaboré, qui a déjà été élaboré. Vous savez qu'en matière d'acquisition de vaccins, c'est des questions de politique, j'allais dire internationale, avec l'OMS. Il faut discuter, trouver les moyens de rendre disponibles pour des pays comme les nôtres, qui sont des pays dits pauvres. Et donc, il faut pouvoir avoir cette ressource et disponibiliser le vaccin. Il y a aussi une question d'engagement, de lutte internationale pour rendre ces vaccins disponibles au plus grand nombre, à tout le monde entier, puisque la pandémie, par définition, n'a laissé aucun point de surface de la Terre libre. Et donc, c'est important, effectivement, que ce vaccin efficace puisse être disponible pour tous les humains, afin de protéger, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Si aujourd'hui, on vaccine que dans les pays développés, il faudra alors couper le monde et monter des murs partout. On ne pourra pas forcément, en tout cas, éradiquer la maladie. Disponibilité du vaccin, mais aussi amélioration des plateaux techniques pour un pays comme le Burkina Faso. On repose la question justement de la problématique de l'équipement de nos hôpitaux. On se demande finalement quel modèle. On a vu aussi pendant la campagne présidentielle les offres aussi en matière de santé. Tout le monde est revenu sur cette question d'équipement de nos centres de santé, mais on se demande quel modèle. Effectivement, tout le monde est d'accord sur un diagnostic qui est clair, c'est que nos services de santé sont assez sous-équipés. En tout cas, ne disposent pas de l'équipement complet et correct nécessaire pour travailler. Le constat peut se situer tant au niveau du modèle économique d'acquisition et de gestion de ces équipements, mais aussi tant au niveau aussi de la gestion de ces équipements, les questions de maintenance et tout. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à définir un modèle qui permette l'acquisition des équipements de qualité, de les rendre pérennes pour leur utilisation, parce qu'on voit tous les cimetières d'équipements que sont nos hôpitaux. Et donc, c'est important d'aller vers un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, quel peut-il être? Il y a la question du leasing. Le leasing, c'est que tout le monde sait aujourd'hui que, surtout pour des pays comme le nôtre, un hôpital qui possède un équipement, les équipements coûtent très cher. Et donc, acquérir un équipement, ça veut dire un gros investissement qui finalement devient une perte, puisque quand on a un équipement, il faut pouvoir le maintenir, il faut pouvoir acquérir les intrants pour le faire fonctionner et tout. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, le modèle du leasing permet de faire en sorte que le fabricant d'un équipement disponibilise l'équipement dans un hôpital, dans une structure de santé, s'occupe de sa maintenance et tout, moyennant le partage des coûts. C'est-à-dire qu'il dépose par exemple un scanner au CHU de Broum Broum
Et cet équipement, c'est lui qui l'a payé. L'hôpital ne paye pas 5 francs. Il disponibilise l'équipement. L'hôpital réalise les scanners. Et c'est les coûts des scanners qui vont être partagés entre l'hôpital qui a quand même besoin de payer la ressource humaine pour pouvoir travailler et l'équipementier qui va au fur et à mesure rentabiliser. Mais pour que ce modèle de leasing soit viable, il faut remplir beaucoup de conditions. La première condition, c'est qu'il faut pouvoir, au moment de l'acquisition, choisir le matériel de qualité. Donc, au niveau du syndicat, nous avions proposé depuis 2015 que cela se traduise par ce que nous appelons la préqualification des marques d'équipement. Il ne s'agit pas de la préqualification actuellement pratiquée, qui est la préqualification des fournisseurs. Nous parlons de préqualification des marques, c'est-à-dire qu'il faut permettre à ce que les praticiens puissent désigner 1, 2, 3, 4, 5 marques d'équipement pour 1, 2, 3, 4, 5 ans, en disant ça, c'est les équipements de qualité que nous voulons, et de sorte que tout fournisseur qui doit fournir des équipements choisisse parmi ces marques-là. Et donc, cela va permettre d'avoir des équipements de qualité. Et on sait très bien que quand on prend directement avec le fabricant, les secrets de maintenance et tout sont acquis de fait puisque c'est le fabricant qui va s'occuper de la maintenance. Donc, la question de la maintenance pourra rentrer dans cette contractualisation et permettre de faire une bonne maintenance des équipements qui vont perdurer au lieu d'avoir les cimetières d'équipements que nous avons. Il y a aussi l'habitude pour le praticien d'utiliser les mêmes marques. Voilà, il y a toute cette question. C'est pour ça que nous pensons que le praticien doit être au centre de ses choix. Et donc, pour cette préqualification, nous proposons que les praticiens soient associés à travers les sociétés savantes qui existent dans presque toutes les spécialités, qui vont pouvoir fournir les clés pour éviter ce que les lois du marché essaient d'éviter, c'est-à-dire la question du conflit d'intérêts. Et donc, cette question du conflit d'intérêts, les sociétés savantes pourront se porter garant pour faire des choix très éclairés et indépendants. Après, il faudra voir la question aussi de ce que nous appelons l'utilisation de ces équipements. Une fois qu'on aura fait la préqualification, une fois qu'on aura eu des contrats de maintenance, il faut pouvoir éviter qu'il y ait le monopole. C'est pourquoi, en faisant la préqualification, si on met tous ses œufs dans le même panier, il est évident que si le panier tombe, on sort perdant. Donc, il faut pouvoir dispatcher ses œufs. Donc, en désignant plusieurs marques, on évite de donner le monopole de l'équipement de tout un pays à la seule marque. Mais le souci, ça va être peut-être que dans ce système-là, ce modèle-là, le coût aussi de la prestation. Exactement. Dans ce modèle, le coût de la prestation doit être partagé. En réalité, il faut mettre les garanties pour que le patient ne paye pas au final le coût le plus élevé. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de trouver un juste milieu et faire en sorte que, justement, la ressource humaine soit disponible là où il y a l'équipement. Parce que l'équipementier, quand il dépose, il a besoin que ça tourne pour être rentable, pour pouvoir rembourser le coût de son équipement. Et à cet effet, il faudra compter sur les ressources humaines. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut toujours continuer à faire en sorte que la ressource humaine soit disponible, soit motivée et soit assez compétente pour pouvoir justement rendre ce modèle économique viable. Merci. Docteur Idriss Traoré du syndicat des médecins du Burkina, merci pour ces explications. Siaka Koulibaly, on va aussi parler de politique, notamment avec la Côte d'Ivoire, où cette semaine, on l'a appris, l'ancien président Laurent Gbagbo a reçu ses 2 passeports ordinaires et diplomatiques et devrait pouvoir rejoindre son pays au cours de ce mois de décembre, selon certaines indiscrétions. C'est peut-être là un grand pas vers la réconciliation dans ce pays. Oui, je peux dire que finalement, toutes les annonces du président Ouattara sont en train d'être concrétisées. Parce qu'il avait bien dit qu'après les élections, après le 15 décembre, il allait faire des propositions. En même temps qu'il allait faire un gouvernement, il allait faire des propositions pour que la Côte d'Ivoire renoue avec la stabilité, la paix, etc. Donc je peux dire qu'effectivement, le fait que Laurent Gbagbo reçoive ses passeports, c'est un élément qui contribue à crédibiliser ce que Alassane Ouattara a proposé, à savoir qu'il y aura des démarches vers la paix, vers la stabilité. Reste la grande question de Guillaume Soro, qui peut être versé dans les pourparlers qui auront lieu après le 15 décembre, lorsque peut-être Laurent Gbagbo sera de retour, et qu'il y aurait eu
des concertations entre le pouvoir en place aujourd'hui et l'opposition, concertations qui ont déjà été initiées, d'ailleurs vous vous en rappelez, et qui ont été suspendues peut-être par manque de matière. Maintenant que l'un des grands ténors donc, de la scène politique ivoirienne sera sur le territoire national, on pense qu'on aura les grands ingrédients pour pouvoir discuter de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est qu'au bénéfice donc, de la Côte d'Ivoire. Et ça peut permettre à Alassane Ouattara, après la question controversée du 3e mandat, de redorer son blason en tant qu'ayant d'abord apporté la relance économique dans les 2 premiers mandats, et que maintenant il s'attelle à la question de la réconciliation, une question et la stabilité politique essentielle pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci, Siaka Koulibaly. On va à présent parler de sport, la Coupe des Confédérations. Fortune diverse pour le club burkinabé. Arsène Konitamdi avec nous, bonsoir. Bonsoir Aubin. Il y a d'abord la bonne affaire de Salitas à Ouagadougou. Effectivement, Salitas Football Club est qualifié pour la prochaine étape de la Coupe de la Confédération africaine. Il faut rappeler que le club du président, du colonel Yacouba Ouedraogo, s'est imposé ce week-end face aux Ghanéens de l'Ashanti Sporting Gold Club. Et cette victoire est principalement l'œuvre d'un homme, Olivier Boissy, l'attaquant en forme du moment. Après avoir pris un point à l'extérieur face à Ashanti Gold Sporting Club du Ghana, Salitas FC devait obligatoirement gagner ici à Ouagadougou pour rester dans la course pour les phases de poule de la Coupe des Confédérations. Au stade du 4 août, les Ghanéens ont pourtant été les plus incisifs dès les premiers instants de la partie. Ils vont enchaîner les occasions, mais manquent de réalisme face au but des Colombes. En face, Salitas subit le jeu, mais peut compter sur la lucidité de son buteur maison. Sur un centre, Olivier Boissy, d'une tête plongeante, crucifie le portier des Noirs et Bleus. À quelques minutes de la pause, Olivier Boissy s'illustre à nouveau. Profitant d'un service de Omar Kabouré, l'attaquant fait parler son excellent jeu de tête et double la mise. À peine la célébration du second but terminée, Salitas se fait sanctionner suite à une erreur d'appréciation de son gardien. De 1, l'arbitre nigérien Aboubakar Abdoulaye renvoie les protagonistes au vestiaire. Au thème des 90 minutes de jeu, les Ghanéens ne rattraperont pas leur retard sur les Burkinabés. Ouais, c'était un bon match. Voilà, depuis l'aller, on a su que c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Et nous aussi, d'ailleurs. Voilà, donc on savait que ça serait un match très très intéressant et un match de haut niveau. Bon, juste après le but, voilà, on a su que c'était une équipe prenable, déjà que nous sommes à domicile. Voilà, il fallait continuer à presser et chercher, aller pousser pour prendre la qualification. En tout cas, c'était vraiment une bataille. Les Navas sont battus, ils étaient conscients, ils ont mouillé le maillot, ils savaient la tâche qu'ils attendaient, ils se sont donnés. Dieu merci, la chance nous a souri et on a eu les 3 points passés. Ça a été facile parce que les Ghanéens, il faut reconnaître qu'ils sont bons. Ils sont bons aussi, ils ont livré un bon match. Bon, mais c'est comme ça. Si le dieu du football est avec nous, il fallait qu'on remporte cette victoire. Une victoire acquise au prix de tant d'efforts, au grand bonheur du président du club. Vous savez, à ce stade de compétition, ce n'est pas tout évident. Et surtout que c'est le premier match aussi, vous savez qu'il fallait qu'on se concentre encore mieux. Et vous avez vu que c'est une équipe ghanéenne qui joue très bien au ballon, qui maîtrise le ballon. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons pu gérer vraiment la situation. Et nous avons aussi vraiment eu beaucoup de baraka, parce qu'on a eu 2 bonnes occasions et on les a marquées. Donc c'est dire que nous devons continuer à travailler pour pouvoir, si on veut aller vraiment de l'avant. Et plus la compétition avance, plus ça devient difficile. Oui, bien sûr, c'est les meilleurs qui avancent toujours. Pas de répit pour les Colombes de Salitas. Elles doivent dès maintenant préparer leur prochain match des préliminaires face à Al-Amal Atbara du Soudan. Le match aller se tiendra le 22 décembre prochain et le retour le 6 janvier 2021 à Ouagadougou.
Raïmou était du côté du Nigeria et Arsène, pour Raïmou, c'est terminé. Oui, effectivement, c'est terminé pour Raïmou. Raïmou qui est allé s'incliner au Nigeria parce que Raïmou a fait un match nul, un but partout face à Enimba. La faute à un match aller qui a été très mal négocié ici au Burkina Faso, parce qu'on se souvient que Raïmou avait perdu par le score d'1-0. Et qui connaît Enimba, qui connaît son vécu, qui connaît son histoire, on sait que c'est une équipe qui a déjà remporté la compétition par 2 fois. D'abord en 2003 et ensuite en 2004, on savait forcément que Raïmou partait avec un certain handicap. Et c'était beaucoup plus difficile de pouvoir réaliser l'exploit. Plus difficile donc de réaliser l'exploit pour Raïmou au Nigeria, donc qui s'arrête là. Salitas donc va poursuivre l'aventure. Tous les détails, demain à Sport Time, vous allez revenir sur les enseignements à tirer de ces 2 matchs du week-end. Effectivement. Merci. Arsène Konditamde d'être passé dans le 7 Info ce soir. Siaka Koulibaly, merci. Ça sera tout pour ce 7 Info. On passe l'antenne tout de suite. On sera du côté de la mairie de Ouagadougou pour un direct, le prix national de l'entrepreneur touristique. Ça sera donc tout à l'heure en direct sur les antennes de BFM. Merci de nous avoir suivis. Excellent suivi du programme sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.